Donald Trump revient aux affaires après une élection qui a peint en rouge plusieurs États qui ne lui étaient pourtant pas favorables au début et pendant la campagne présidentielle. Une surprise pour lui-même qui, même s'il a cru gagner, il n'a pas pensé le faire ainsi. Le vote populaire, selon les sondages durant la campagne, ne lui était pas acquis et donc son grand sourire ne pouvait venir que du vote des grands électeurs. Ces mathématiques ont été déjouées quand se rend-on compte que les hommes blancs, noirs et latinos ont voté pour Trump. Cependant, cette victoire vient avec plusieurs défis à affronter dans les trois guerres que connaît le monde aujourd'hui. Il s'agit de deux guerres les plus médiatisées, la guerre Russie-Ukraine, la guerre Israël-Palestine, et la plus silencieuse, la guerre à l'est de la RDC, la guerre Russie-Ukraine. Lors d'une interview pendant la période de campagne, à la question de savoir s'il voudrait que l'Ukraine gagne cette guerre, Donald Trump répondit qu'il aimerait que cette guerre finisse. Une réponse qui décrit clairement la position de Trump qui va à l'encontre de celle de l'OTAN qui, elle, cherche à faire gagner l'Ukraine. Une démarche que le président français Emmanuel Macron a essayé de tenter, mais qu'il a tout de suite laissé tomber après les menaces de Vladimir Poutine. Les armes nucléaires dans la bouche du président russe ne sont pas une évocation de paix pour l'Europe en général et la France en particulier. Et ça, Emmanuel Macron l'avait compris. Donald Trump, pourtant, a dit son intention d'avoir langue avec Vladimir Poutine, même s'il n'arrivait pas à réaliser cela 24 heures après son investiture à la tête des États-Unis, comme il avait déclaré dans une interview lors de sa campagne. En janvier prochain, donc, on peut se permettre de croire que Donald Trump privilégiera des discussions de paix autour de la table entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. La guerre Israël-Palestine. Cette guerre semble être la plus difficile à gérer. Il sera difficile à Donald Trump de se faire trop dur vis-à-vis d'Israël, allié naturel des États-Unis. Il ne faut pas oublier que l'Église américaine a été pour beaucoup dans l'élection de Trump qu'elle considère défendre les valeurs chrétiennes. Le droit des femmes à l'avortement prôné par Kamala Harris et les démocrates, mais considéré comme un meurtre, était une contre-valeur que non seulement les conservateurs n'ont pas avalée, mais aussi les chrétiens. Cette même Église considère aussi, selon un passage des Écritures saintes, que celui qui bénira Israël sera béni, et celui qui le maudira sera maudit. Il pourra peut-être se montrer dur envers Benjamin Netanyahu, mais le narratif ne s'éloignera pas de l'alliance naturelle. Donald Trump pourra-t-il vraiment mettre fin à cette guerre? La question reste posée. La guerre la plus silencieuse. Elle n'est pas à la porte de l'Europe, mais plutôt elle se joue en Afrique, en RDC. Un pays qui regorge des minéraux immenses et importants pour l'avenir du monde. Le téléphone cellulaire n'existerait pas sans le coltan que les multinationales exploitent dans les mines dans l'est de la RDC en passant par le Rwanda qui joue le middleman et qui, à son tour, forme et soutient des mouvements rebelles dans le M23. Aujourd'hui, l'ONU et l'Union européenne n'en sont pas seulement conscientes, mais aussi demandent-elles au président rwandais Paul Kagame de retirer ses hommes de la RDC. Donc la présence rwandaise dans l'est de la RDC aujourd'hui n'est plus à nier. Donald Trump n'est pas en froid avec la Russie et la Chine qui sont des partenaires de la RDC de Tshisekedi. Et là, une lueur d'espoir se profile à l'horizon pour la RDC si les choses sont clarifiées et que la vérité est pratiquée. En soi, Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Donc, il va privilégier la diplomatie pour qu'une solution soit trouvée. Si il n'a pas de parti pris dans ces négociations, le monde pourra se réjouir de la paix lui apportée par celui qui se dit être
un homme de paix et un négociateur. Bonjour chez vous.